Mais en attendant, Patrick, on va revenir sur cet instant, sur les Parisiens hier, qui sont rués sur le canal Saint-Martin et avec la dispersion de la police. Bah oui, est-ce que c'est un échec ou une réussite? Alors ça peut être une réussite parce que les gens sont ressortis, etc. Et donc ça c'est bien, c'est une volonté de briser un peu aussi une chaîne de la peur. Mais d'un autre côté, peut-être qu'on allait un petit peu trop vite pour pouvoir faire chin-chin comme on l'évoquait tout à l'heure, trinquer entre guillemets à la bonne santé. Daniel Simonet, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez quand on voit ces images autour du canal Saint-Martin? C'est vrai que c'est sympa parce qu'on se dit voilà, on recherche de la convivialité, mais ça peut être aussi un petit peu dangereux pour un rebond de l'épidémie, non, Daniel Simonet? Bien sûr que c'est dangereux de se retrouver sans mettre les distances physiques, sans masque, alors que, évidemment, c'est naturel, on a tous envie d'aller retrouver nos amitiés, nos amours, et ne pas se retrouver verbalisés par la police. Bon. Mais le premier problème auquel on est confronté, c'est celui de l'absence de distribution de masques gratuits pour toutes et tous. Parce que si le gouvernement avait assumé ses responsabilités, il ne se déchargerait pas à ce point-là de sa responsabilité sur la responsabilité individuelle. Le gouvernement aurait dû, pendant le confinement, planifier la production et la livraison et la distribution gratuite de masques. Il ne l'a pas fait, il a montré toute son incurie pour assumer sa tâche qui devait être la sienne. Résultat, on se retrouve avec des gens qui pensent que finalement on peut se promener, trinquer sur les quais sans masque et s'attrouper. Donc il y a pour moi d'abord une irresponsabilité du gouvernement. Et la dérive sécuritaire qui viserait à verbaliser la moindre personne qui se retrouve sur les quais est une dérive sécuritaire qui finalement est proportionnelle à toute l'incurie du gouvernement. Non mais c'est vrai, Daniel Simonet, cette responsabilité de l'État, mais il y a une responsabilité individuelle aussi quand même. Oui, il y a une responsabilité individuelle. Sauf que depuis le début, le gouvernement, au lieu d'assumer ses propres responsabilités, se défausse de ses responsabilités, qui sur les collectivités locales, pour l'ouverture des écoles, qui sur les familles, en leur disant c'est à vous de décider si vous envoyez vos enfants ou pas à l'école. Pourquoi est-ce qu'on a été obligé, par ailleurs, en France, d'être confinés? Pourquoi? Parce que le gouvernement n'a pas anticipé les alertes de l'Organisation mondiale de la santé, les alertes de la Chine, les alertes des scientifiques, et n'a pas pris les mesures qu'il fallait. Il n'aurait jamais dû, par exemple, organiser les élections municipales ce premier tour. Ça s'est avéré totalement criminel. Ils auraient dû réquisitionner toutes les entreprises qui permettaient de produire les masques et les tests. On ne parle pas assez des tests en ce début de confinement. Mais si on était garanti de pouvoir être testé et d'avoir y compris des tests entre guillemets un peu aléatoires par soit zone géographique, soit secteur d'activité, on pourrait du coup anticiper la reprise de la pandémie. Là, on se retrouve avec un gouvernement qui navigue complètement à vue, voilà. Pas de tests distribués à la population gratuitement. Alors, sur les tests, Daniel Simonet, sur les tests, est-ce que vous seriez d'accord, vous, alors pour qu'il y en ait, d'organiser dans les entreprises, par les entreprises? À partir du moment où il y a le volontariat le volontariat des salariés, le volontariat des citoyens et des citoyennes, tout le monde souhaite avoir accès à ces tests. Il faudrait bien sûr les démultiplier. C'est une planification des tests et des masques. Pour une fois, vous donnez raison aux entreprises, alors, Daniel Simonet. Mais à partir du moment où les salariés sont d'accord, bien sûr. Vous savez, là, ce qui est déterminant, c'est par exemple la démocratie dans chaque entreprise, que les salariés soient vraiment associés à la définition des conditions de travail qui garantissent leur sécurité et la sécurité soit de leurs usagers, soit de leurs clients selon leur activité. C'est essentiel de pouvoir s'appuyer sur l'intelligence collective. Et tout le monde prend conscience que se faire tester, permettre au maximum de personnes de se faire tester, et ce qui peut permettre justement d'anticiper, de pouvoir voir où est-ce que la pandémie peut repartir et où est-ce qu'on peut du coup créer les conditions d'isolement, de confinement ciblé. Mais attention, arrêtons ce délire sécuritaire. Vous vous rendez compte que le gouvernement était capable de commander des drones, mais pas de commander suffisamment de masques. De masques, oui. C'est vrai. Alors, restez avec nous si vous le voulez un instant. Christine Bouillot, Laurent Mauduit et Yves de Kerdrel sont avec nous. Laurent Mauduit, ça fait partie ça des ratés d'hier, ce qui s'est passé Canal Saint-Martin ou pas?
Oui, écoutez, si on prend tous les loupés de la journée d'hier, je trouve qu'il y a un fil conducteur qui est assez évident. C'est que il y avait un équilibrage à trouver entre la question de la sécurité sanitaire et la question de la reprise économique. Et dans ce balancement, on sent en permanence que le gouvernement a voulu donner la priorité au retour au travail. Et donc, du coup, avec une prise de risque, et je trouve que on voit bien la prise de risque la plus forte et les réticences les plus fortes, c'est sur le retour à l'école. On sait bien qu'on entend parler, les enseignants, les profs, la prise de risque, notamment avec les plus petits. Et en fait, on comprend bien que pour que les parents retournent au travail, le gouvernement a souhaité que les jeunes retournent à l'école. Et je trouve que, du coup, les principaux loupés sont dans ce primat, une sorte de vision économiste des choses, où en fait, la sécurité sanitaire est passée un peu derrière. Oui. Yves de Kerdrel et Christine Bouillot. Yves de Kerdrel, tout d'abord, c'est votre sentiment, vous ? Moi, j'ai été très frappé, évidemment, par la décision du Conseil constitutionnel qui m'a beaucoup rassuré sur la continuité de ces sages dans leur bataille pour la... Oui, résumez de nouveau pour les auditeurs, Yves, qui ne connaissent pas forcément la décision précise en fait du Conseil constitutionnel, en 2 mots. Hein. Oui, alors le Conseil constitutionnel a donné son accord pour la prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet. Je vous rappelle qu'au départ, il était prévu jusqu'au 31 juillet. Les parlementaires l'auront ramené une première fois au 24 juillet et ensuite au 10 juillet. Il me paraît déjà très long, puisqu'on est en état d'urgence sanitaire depuis le 16 mars dernier. Et par ailleurs, donc les sages du Conseil constitutionnel ont censuré 2 mesures, l'une sur le tracing donc le dispositif de tracing, et l'autre sur j'ai oublié l'isolement. Ça m'échappe un instant. Oui, Christine Bouillot peut compléter. Oui, Christine, oui. Oui, c'est des mesures, Yves, d'isolement également, hein, qui sont retoquées visiblement. Enfin, en tous les cas, sur lesquels il y a un bémol. Ouais. On n'a pas le droit. Oui, c'est ça. On n'a pas le droit de confiner obligatoirement quelqu'un pendant 14 jours. Ce qui pas obligatoirement, mais on peut le faire et lui proposer, quoi. On peut le faire et le proposer, quoi. Voilà, c'est ce qui revenait à lui, et en plus à passer par un juge de l'exécution, ce qui revenait grosso modo à mettre en place un dispositif de liberté surveillée. Je rappelle quand même pour nos auditeurs qui écoutent que l'État a quand même fait, c'est une petite boutade, hein, mais je ne peux pas m'en empêcher, Laurent Mauduit me pardonnera, mais je ne peux pas m'en empêcher, l'État a quand même fait très fort pendant cet état d'urgence sanitaire, puisqu'il a libéré 12 000 prisonniers, mais qu'il a enfermé 67 millions de Français. Voilà. Ouais. Oh bah oui, bon alors ça c'est oui. Si je peux me permettre, vu comme ces ça, 12 000 prisonniers ne retrouveront jamais le chemin de la prison. Hein. Oui. Bon. C'est vrai, c'est une autre façon de voir les choses. Juste, quand même, sur cette rentrée, ce que vous disiez, Laurent Mauduit, c'est-à-dire les risques que l'on fait prendre à la fois pour un retour au travail, à la fois pour retour à l'école. Christine, d'un mot, on vous a entendu tout à l'heure dans le journal de 9h, il y a quand même un maximum de précautions de prise dans les écoles et ça semble plutôt bien se passer, non? Pas partout. Alors si, pas partout, bien sûr. Alors sur la totalité des milliers d'écoles qui reprennent aujourd'hui, évidemment qu'il y aura des couacs, évidemment, comme hier. Il y aura des gens qui se sont baladés le long du canal Saint-Martin, mais il y avait il y a des gens qui vous disent, moi ça fait 2 jours que je me balade avec des gens qui sont dehors et qui sont déconfinés, hein, et des gens qui ont respecté à la règle, à la lettre, des jeunes, des vieux, ces 55 jours de confinement, et qui doivent prendre, je le répète encore une fois, ces fameuses habitudes de gestes barrières. Il arrive qu'à un moment donné, vous n'êtes plus à 1 mètre, vous êtes à 80 cm, donc c'est très compliqué. Alors je dirais que dans le sud, hier, ce qui était
pratique, c'est qu'il pleuvait à verse, donc les gens avaient du parapluie. Énormément. Et donc la taille du parapluie, ça permet la distanciation sociale. Je veux te donner un conseil comme ça, finalement. Non, mais sérieusement, moi, je vais vous donner mon sentiment pour avoir vu une rentrée et visiter une école maternelle ce matin, parce que c'était ma très grande interrogation. Très sincèrement, je vois pas comment un protocole sanitaire aussi lourd peut tenir au-delà de 10 élèves. Là, dans cette école, ils sont 10 enfants et il y a un adulte par enfant. Dès que vous allez passer à l'échelle au-dessus, la distanciation sociale va être extrêmement compliquée auprès des enfants. Et ce protocole sanitaire qui a été imaginé pour des questions très certainement de responsabilité au final, va être intenable à l'arrivée. Les enseignants vont se transformer en gardiens d'enfants et le personnel de mairie, le personnel qui est là pour les aider, on va dire en femme de ménage ou en homme de ménage pour passer son temps à pchiter des tables, des désinfecter tabourets, en permanence. En permanence les écoles. Ça n'est pas l'école. Et Daniel donc Simonet, ça va être très compliqué. On voit bien Daniel Simonet. On voit bien du coup que ça n'est pas l'école. Ça n'est pas l'école parce que c'est pas un lieu de transmission des savoirs, d'éducation, de socialisation quand vous avez à ce point-là autant de barrières, autant de gestes barrières à imposer. Ça peut même être une école. Des gestes barrières, oui. Ça ressemble un peu à une garderie, quoi. Une garderie améliorée, quoi. Mais c'est pire que ça. C'est pire que ça parce que dans une garderie, excusez-moi, mais les crèches, il y a des métiers derrière. Il y a des métiers qui contribuent à la socialisation des enfants. Donc ça veut dire qu'il y a des jeux, il y a de la manipulation d'objets, il y a aussi une gestion de la relation affective. Là, tout cela n'est pas possible. Donc, il y aura beaucoup d'interdits, ce qui interroge beaucoup les enseignants. Il y aura beaucoup d'interdits. Daniel Simonet. Il y a de la maltraitance pour les enfants, potentiellement. De la maltraitance pour les enfants. Daniel Simonet, pour beaucoup de parents, c'est aussi une forme de soulagement pour pouvoir aussi, parce qu'ils ont envie quand même de travailler. Et donc, ils ne pouvaient pas reprendre leurs activités. Donc, on peut les comprendre d'un autre côté, non ? Alors, ce qui est assez odieux, c'est un chantage qui a été mis en place par le rectorat, par les rectorats, par le gouvernement et les collectivités qui ne voulaient pas réouvrir leurs écoles pour tous les petits-enfants, mais par contre garantir une continuité de ce qu'ils faisaient pendant la période de confinement, c'est-à-dire prendre en charge les enfants des soignants, les enfants des éboueurs, les enfants des caissiers et caissières. Bon. Eh bien, les rectorats leur font un chantage en leur disant, à partir du moment où vous refusez la réouverture des écoles, comme le veut le gouvernement, on ne vous donne plus la possibilité de continuer cette prise en charge des enfants des publics prioritaires. Et ça, c'est totalement odieux, alors qu'ils savent pertinemment qu'avec leur protocole, ils ne peuvent pas... Patrick, je peux dire un mot sur ce... Oui, Laurent, dans un instant, Christine, dans un instant, on marque une pause. On est un peu contraint. On marque une pause, mais on revient juste dans 30 secondes. Restez avec nous sur Sud Radio. 10h. Patrick Roger, Cécile de Mélibus. 9h24, c'est la suite du Grand Matin Sud Radio et surtout ce matin du petit déjeuner de l'actu avec Laurent Mauduit, Yves de Cardrel et Christine Bouillot et bien entendu vos appels au 0826 300 300 et Daniel Simonet toujours avec nous, conseillère de Paris, tête de liste de la France Insoumise au municipal. Oui, qui a fait réagir beaucoup Laurent Mauduit et Christine Bouillot. Laurent, tout d'abord, donc sur ce que l'on disait à l'instant, sur cette et Yves de Cardrel, pardon, et sur l'école, l'école qui fait office un peu de garderie. Oui, en quelque sorte, on sent bien le dilemme des parents. Faut-il renvoyer les enfants dans des conditions sanitaires qui ne sont pas sécures, assurées, mais en même temps, il faut bien gagner sa vie. Or, remarquez bien que dans ce dilemme, le gouvernement pèse lourdement pour la reprise du travail. Et j'attire votre attention sur la déclaration d'hier de Muriel Pénicaud, qui a annoncé, qui a dit que l'État n'avait pas vocation à continuer à payer l'intégralité des salaires. En clair, à partir du 1er juin, 1er juin c'est demain, le dispositif du chômage partiel va être revu. Et donc du coup, on ne laisse pas les parents dans une liberté d'appréciation du risque. On les pousse, retourner. Et donc c'est ça, je trouve, le risque le plus grave que prend le gouvernement et la pression la plus forte qu'il exerce sur les parents d'élèves. 400 € au moins par mois en moyenne. C'est sur le chômage partiel pour beaucoup. Oui. Yves de Cardrel. Je voulais revenir sur ce que
Au risque de vous surprendre, j'étais tout à fait d'accord avec les propos de Daniel Simonet le fait de faire revenir les tout petits à l'école ou dans les crèches et d'essayer de leur faire respecter les gestes barrières, etc. Bon, ce qui me semble un petit peu ambitieux de la part du gouvernement. Je ne comprends pas. On a un gouvernement qui n'arrête pas de dire l'Europe, 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 l'Europe. Mais pourquoi ne regarde-t-on pas ce qui se fait à côté de chez nous ? En Allemagne, où on a déconfiné 15 jours avant nous, l'école, le système scolaire, c'est les mesures exactement contraires qui ont été prises par rapport aux mesures françaises. C'est-à-dire qu'on a décidé de faire rentrer en premier les terminales, ensuite les premières, ensuite les secondes, c'est-à-dire des lycéens, des collégiens qui sont capables de comprendre les gestes barrières, les distanciations et ceux qui ont des examens à passer dans les semaines qui viennent. Ça me paraît des mesures de bon sens. Oui, c'est vrai. Sauf que Yves, il faut tout dire aussi en même temps. C'est parce qu'en Allemagne, on a une autre façon, d'autres habitudes. C'est-à-dire que pour les petits, vous le savez, l'école n'a pas l'après-midi, il n'y en a pas l'après-midi, et donc ils sont organisés pour qu'il y ait une garderie en fait au foyer l'après-midi dans la journée, quoi. Hein. Donc c'est un peu différent. Ils ont une autre façon de faire, et donc ils ont pu l'appliquer. Parce qu'en France, on l'a pas. Et donc résultat, qu'est-ce qui se passe pour beaucoup les petits? On ne sait pas comment faire pour les garder. On peut pas les emmener en fait chez les grands-parents. Donc la nounou, ça coûte très cher aussi. Donc pour certains, on se dit on les met à l'école. Non mais comment l'emploi des femmes en Allemagne n'est pas le même qu'en France. L'emploi des femmes n'est pas le même qu'en France. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Christine Bouillot et ensuite il faut aussi rappeler qu'en Allemagne le principe de base c'est que aussi les mères de famille gardent les enfants jusqu'à l'âge de 6 ans, il n'y a pas de maternelle ou très peu, donc ça fonctionne pas du tout de la même façon et on n'est pas du tout dans le même cas de figure. Là ce que l'on pressent en tous les cas c'est que c'est une reprise à minima pour essayer de débloquer la machine économique, parce qu'effectivement les parents que j'ai rencontrés moi ce matin devant ces écoles ont besoin d'aller bosser, et aussi parce qu'on oublie d'en parler, les enfants, certains, en tous les cas beaucoup, ont, il y a des situations familiales, si vous discutez avec les uns les autres, il faut qu'ils retournent et qu'ils sortent de leur maison et qu'ils trouvent un autre cadre. Les psychologues scolaires aussi que j'ai rencontrés ce matin sont très inquiets. Et on ne parle pas pour l'instant, mais ça va venir. Et je peux vous dire que ça va pas être une partie de plaisir. En ce qui concerne les collèges, c'est dans le 18 mai, dans les zones vertes, qu'on va pouvoir commencer à travailler sur la réouverture des collèges. Et là, on va parler d'effectifs de 400 élèves, 500 élèves. Ah oui, non, mais ça va être autre chose. Ça va être une autre musique, mais on ne pourra pas mettre tout le monde. Donc peut-être qu'on est à l'aube aussi d'un grand Big Bang, on va dire éducatif, si le virus continue de planer et de faire planer cette menace sanitaire. Donc de revoir complètement peut-être l'organisation même à la rentrée prochaine des universités, des examens, du lycée au collège en passant par le primaire et la maternelle. On n'est pas au bout d'une modification. En attendant, il y a des jeunes, par exemple, je prends l'exemple de la fac de médecine à Toulouse. Les examens de PACES de première année de médecine, qui sont des examens cruciaux pour beaucoup d'élèves, d'étudiants, ils vont mettre 900 élèves dans un parc des expositions pendant toute une journée, avec interdiction de sortie et interdiction d'aller aux toilettes. Il y a une levée de bouclier de la part des étudiants qui ne comprennent pas ces mesures. 900 étudiants dans un parc des expos et avec interdiction de sortie. Je peux vous dire que pour passer un examen sur lequel on est censé jouer un tout petit peu sa carrière professionnelle, c'est mais comment vous faites? Comment faites-vous sinon, Christine? Si on maintient l'examen. Plusieurs sessions. Vous faites plusieurs sessions, mais vous mettez pas. Non, bien sûr, 900 personnes, Patrick, 900 étudiants. Évidemment, c'est difficile. Alors le parc des expos, il est quand même assez grand, hein, mais c'est vrai. Une autre chose, c'est que ce qu'il faut quand même préciser, il faut avoir l'honnêteté de le dire, c'est que pour les enfants, on a eu à de nombreuses reprises des pédiatres sur Sud Radio qui nous ont bien confirmé qu'a priori, ils étaient moins touchés et ils étaient moins dans la chaîne de contamination également du coronavirus, Daniel Simonet. Alors attention, parce que les études sont contradictoires. D'abord, vous avez au niveau de l'assistance publique hôpitaux de Paris eu des cas, une vingtaine d'enfants d'une forme extrêmement grave
Oui, c'était autre chose, Kawasaki, oui, absolument. Voilà, donc, mais qui est lié aussi au Covid. Oui, bien sûr. Et donc, il peut y avoir aussi une variante selon les âges. Donc, il n'y a pas de garantie scientifique à ce niveau-là. Il n'y a pas de recul dans les travaux de la science à ce niveau-là. Mais surtout, il faut que ce gouvernement arrête de nous mentir. C'est ça qui est insupportable. Parce qu'on nous fait croire qu'on réouvre les écoles pour lutter contre des décrochages scolaires, alors que dans le même temps, c'est sur la base du volontariat. Donc autant vous dire que les enfants décrocheurs ne sont pas les premiers à courir vers les écoles, les collèges et les lycées. Et puis surtout, dans le même temps, le gouvernement n'en parle pas assez. Est en train de fermer des classes pour la rentrée de septembre, et justement dans les quartiers populaires. Donc là, c'est une honte et un scandale. C'est-à-dire que d'un côté, on vous dit attention, pour l'intérêt de l'enfant, il faut lui permettre de retrouver le chemin de l'école, et de l'autre, on casse cette école. Et c'est ça qui est insupportable. Et si vous parlez, par exemple, des problèmes d'enfants victimes de violences familiales, mais où est-ce qu'on en est de la situation du contrôle de l'aide sociale à l'enfance, des structures d'accueil? On est dans un retard dénoncé par les associations. Le gouvernement s'en contre fou. Franchement, c'est honteux. Donc, ils ne veulent qu'une chose, permettre que les travailleurs retournent au boulot pour faire retourner la machine. Le reste, ils s'en moquent, ils prennent pas la responsabilité. Merci Daniel Simonet, Laurent Mauduit, Yves de Kerdrel, Christine